Claire Guillaume-Delmas, bonjour. Bonjour, Sylvie. Je suis ravie de cette rencontre, la dernière de la journée. Oui. J'ai envie de commencer cet entretien en lisant ton prologue, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est la 4e de ta couve aussi, et puis c'est la quintessence de ton livre, Oui. je trouve. Donc il dit ceci: elle a dépassé la soixantaine, elle s'est trouvée happée par la vague déferlante du mouvement MeToo. Elle choisit un cahier vierge pour écrire tout ce qui l'a blessée à vie. Les souvenirs remontent, la liste s'allonge. Elle réalise que toutes les femmes vivent ce qu'elle vit. La révolte la submerge, j'ai de l'émotion en disant ça. Elle parle pour celles qui ne parlent pas. Elle se libère et elle voudrait que toutes les femmes se libèrent. Voilà, je trouve ça magnifique. Et tu ouvres ton livre avec cette phrase de Pierre Gagnepin, neuroscientifique. Pour oublier, il faut se souvenir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais peux-tu expliquer pourquoi tu as choisi cette phrase d'ouverture, toi? Oui, parce que pour être une femme qui va bien, je pense qu'il faut sortir du déni. Il faut regarder la réalité en face et aller encore un petit peu plus loin, la dire. Voilà. Donc, cette phrase de Gagnepin me convenait tout à fait. Et c'est vrai que l'écriture de ce livre m'a permis de me souvenir, enfin, d'oublier m'étant souvenu et de vivre bien. Voilà la démarche. D'oublier. Enfin, de remettre à sa place. Voilà. C'est plus un drame. J'ai fait tellement d'autres choses. J'ai une énergie qui dépasse, qui efface un peu ce temps. Bon, puis il ne faut pas exagérer, je ne suis pas non plus. Je ne suis pas la seule. Hein. Donc voilà. On ne va pas se gâcher la vie pour des connards. Le ton est venu. Qu'est-ce qui au départ t'a poussé à prendre ce cahier vierge et à écrire ce qui t'a blessé? Est-ce qu'il y a eu parfois il y a un déclic? Oui. Ouais. Alors, je pense que MeToo, ça a été pour moi presque un cataclysme, autant que pour beaucoup de gens. Je n'imaginais pas du tout. Et donc, je me suis dit, mais je ne suis pas toute seule. Il y a beaucoup de monde qui vivent des situations, anormales, dures, sexistes. Donc, j'avais une sorte de réseau de sœurs. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, la même année que MeToo, j'ai tourné un film qui s'appelait Marie t'emmerde. Et donc, Marie, c'est une femme de 80 ans qui a bien élevé ses enfants comme il faut, qui a porté les jupes à la bonne longueur, qui a jamais contredit son mari, etc. Enfin bon, bref, le mari finit par mourir quand même un jour. Les enfants sont partis, et alors elle se dit, bon, maintenant, moi, je vis, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux. Et elle interpelle un interlocuteur qu'on ne voit pas dans le film, et elle lui dit, le premier qui se permettra de me dire ce que je dois faire, je lui pèse la gueule avec ma canne, parce que je ne l'ai pas acheté pour marcher. Hein. Et puis maintenant, tu te tires, parce que moi, je vais me regarder un petit porno. Voilà. Donc, ça faisait une belle reconversion. Peu de temps après, je tombe dans un autre film où je tue mon mari, à coup de fusil à bout portant. Donc là aussi, c'était... Alors, je le tue parce que ça faisait 50 ans qu'il pissait dans le lavabo et que j'en avais marre. Bon, et voilà, c'était la fois de trop. Mais je le tue, quoi. C'était pas mon attitude. Donc voilà ce qui a déclenché. Le déclencheur. Parce qu'effectivement, tu as eu aussi plusieurs vies professionnelles et enfin, effectivement, aujourd'hui, tu continues encore à... Oui, j'ai la chance, j'ai eu plein d'expériences professionnelles différentes, mais sans que ce soit de l'éparpillement forcément, hein. C'est pas parce que j'étais sourde de caractère. J'ai fait de l'enseignement, bon, dans le lycée, ça n'a pas duré longtemps, parce que
comprenais pas du tout. Moi, je ne veux pas faire de la discipline. Après, j'ai fait l'enseignement pour adultes, j'ai fait du tissage, de la politique, de l'associatif, tout en faisant des enfants. Et puis après, je suis rentrée dans une ingénierie BTP où j'ai fait de la communication pendant 23 ans. Alors BTP avec les femmes qui ne sont pas ingénieurs, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais bon, je suis un peu perdue le fil de ta question parce que ma boucle d'oreille s'est cassée. Pas de problème, on va les récupérer, donc tout va bien. Effectivement, alors si on rembobine un tout petit peu, et peut-être on va même démarrer, je vais quand même lire je disais que je voulais lire quelques pages de ton livre, parce qu'on en parlait dans la conférence précédente aussi de ce fameux terreau qui est quelque part, bien évidemment, nous amène à effectivement, oui. bien plus tard, à un moment donné, prendre la carabine et voilà. Ouais. Alors il y a le terreau. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais une famille complètement sans problème, où tout roulait comme de l'eau de roche. J'avais beaucoup de chance. Bon, en fait, je ne savais pas que j'avais pas réalisé qu'être prédestiné à faire ci, ça, point, c'est quand même une sorte d'abus de pouvoir. Donc, j'avais une mère qui avait décidé, heureusement, large sur certains sujets, mais voilà. Donc, tu veux lire? Oui, tu voulais lire Le Père? Je voulais lire Le Père. Je trouve que c'est intéressant parce que ça. Ouais. Alors, c'est pas un viol, hein, mais c'est violent quand même. Alors, ça démarre, c'est juste après le prologue, ça s'intitule Ton père. Donc, petit enfant, tu le sais, tu as subi une agression qui te révolte encore, même si tu n'en as aucun souvenir. Longtemps, elle a fait partie des histoires qu'on racontait en famille pour illustrer comment ta résistance fut matée. J'aime beaucoup aussi bien évidemment, les mots que tu utilises. Tu ne veux pas manger, ça se répète. Ton père t'allonge sur la table, te pince le nez, enfourne la cuillère dans cette bouche enfin ouverte. On imagine la scène, tu te débats, tentes de recracher et puis suffocant, tu avales là, au milieu de hockey. 50 ans plus tard, au énième récit de ta défaite, devant une vaste tablée familiale hilare, tu lances froidement. Moi, ça ne me fait pas rire. Blanc. La conversation se réoriente. Plus jamais cette histoire n'égara les fêtes de famille. Tu es décidément une enfant au caractère bien trempé. La nuit, tu pleures beaucoup. Ta mère a compris, tu retrouves ton calme quand elle allume la lumière et tricote à côté de toi. Alors elle tricote. Ton père, moins patient, emploie la manière forte. Pour te faire comprendre qui décide, il te gifle avec une serviette de toilette. Des années plus tard, tu l'invites à déjeuner seul avec toi. Il te décrit cette méthode choc, visiblement gênée, sans te dire s'il la regrette, si elle était efficace. Celle-là n'a jamais fait l'objet d'une histoire racontée en famille. Donc il y a aussi, voilà, on continue, on s'arrête là, mais il y a bien évidemment toute cette... tu dis, effectivement, moi je n'ai jamais été violée. Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quand même, ça a été dit en famille, puisqu'on le racontait pour faire rigoler tout le monde. C'est ça. Et tout le monde rigolait. Hein. On appelle ça les racontards de famille parfois. Ah oui. Non, je n'ai pas imaginé que j'avais été violée, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé, mais enfin, c'est quand même une forme de viol. Et violence. En tout cas, violence, une grosse violence. Et donc, ça m'a secouée parce que. Parce qu'on aimait quand même, on aime ses parents, on aime son père, que c'était un père très nouveau. Il s'occupait des enfants, il s'occupait de la maison, il était très présent, il nous faisait travailler, il nous faisait jouer, enfin bon bref, c'était pas le père patriarcal à l'ancienne. Et puis, mais ça, tu me poses la question plus loin, mais je peux te le dire tout de suite, c'est que comment il fallait que c'était finalement plus énorme, et puis le premier truc, j'étais bébé. Donc je commençais par là, et je m'attaquais à mon père. C'est quand même un peu tabou et tout. Donc ça représentait quelque chose. Après, le reste, finalement, s'écoulait plus facilement. C'était des gens qui n'étaient pas proches de moi. Donc c'était peut-être des gens qui n'étaient pas corrects du tout, qui étaient même
beau salaud, mais c'était pas aussi intime. C'est ça. Et le père, ensuite, il y a la mère, tu racontes. Voilà. Alors j'ai commencé par le père et la mère. La mère, c'est autre chose, c'est une autorité. Ma mère était extrêmement, finalement, matriarcale. Donc, elle était plus âgée que mon père, ce qui à l'époque était rare. Elle avait 3 ans de plus que lui. Il n'avait pas eu de mère, donc elle était un peu la mère. Il avait perdu sa mère très jeune. Elle était un peu la mère, elle dirigeait tout, elle commandait tout. Et moi, j'avais un programme. Évidemment, je faisais des études parce qu'il fallait travailler quand même. C'était bien pour une femme de travailler. Ça, j'étais bien d'accord qu'il fallait travailler. Et par contre, je pouvais faire des études de maths ou de lettres et c'est tout. Parce que les autres matières, c'était du par cœur et qu'il fallait que je fasse fonctionner mon cerveau. Et donc, j'avais le choix d'être prof de maths ou être prof de lettres. Comme ça, j'avais les mêmes vacances que mes enfants. C'était parfait et j'étais quand même assez libre. Je pouvais m'occuper de ma maison et tout. Ce qui était très différent pour tes frères. Ah oui, c'était très différent pour mes frères parce que mes frères, évidemment, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ma sœur, qui est beaucoup plus jeune que moi, elle a 8 ans de moins que moi, donc il y avait 4 garçons entre moi et ma sœur. Ma sœur, elle a le droit de faire du droit. Alors c'est ce que je voulais faire. Bon. Et puis maintenant, je suis très contente de ne pas avoir fait le droit. Parce que le droit, c'est beaucoup trop rigide pour mon esprit. Et que appliquer scrupuleusement, voire essayer de détourner des règlements pour innocenter un accusé qui est quand même tout à fait coupable, ça n'irait pas du tout. Alors que les lettres, voilà, j'écris. Donc je remercie ma mère. Mais c'est récent, hein. C'est récent. C'était après le livre que j'ai remercié ma mère. C'est drôle, on en parlait juste avant qu'on démarre. Effectivement, il y a tout ce chemin, bien souvent, et avec la personne précédente aussi. Parfois, le livre est écrit, c'était le cas pour moi aussi. Puis, il y a encore quelque chose qui vient, parce que bien évidemment, il y a une maturation qui s'est faite. Ouais. Quelque chose qui et quelque part, tu me demandais, je ne sais plus, enfin bon, bref, je ne vais pas me raccrocher à tes questions, je vais te dire, je te laisse parler, ça reviendra. Allez. Alors, je te raconterai ça plus tard. À quel moment tu comprends que tu peux tordre le cou à la prédestination, éviter l'étape grand-mère accomplie et écouter tes propres désirs? Alors ça, c'est assez simple. J'ai 4 enfants. Le dernier va partir faire ses études supérieures. Et donc, je ne suis plus mère à temps complet. Et donc, comme je suis programmée pour être mère, c'était à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus qu'épouse. Mais alors, quand on n'est plus qu'épouse et qu'on sait la vie qu'on va avoir après, qui ne vous convient pas du tout, là, ça fait réagir. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Même ma mère, qui était quand même contente de ce mariage, même ma mère me disait après, jamais tu aurais pu à la retraite vivre cette vie, c'est pas possible. J'y pensais, je me demandais comment tu ferais. Donc voilà. Quelque chose d'assez évident. Mais il y avait quelque chose. Oui. C'était aller loin dans le fait de ne pas. Eh bien, d'exister uniquement pour mon mari et mes enfants. Enfin, j'exagère un peu, hein. Je faisais quand même des trucs. J'ai fait de la politique pendant 15 ans. Bon, j'ai fait du tissage aussi. Mais je ne me voyais pas en dehors d'un couple où l'homme décide, s'occupe des sous, des choses importantes, et la femme s'occupe du reste. Je n'imaginais pas. Mais là, j'étais au pied du mur, ils n'étaient plus là. Donc, ça permet de faire ce saut. Ça permet de faire le saut, oui, ça permet de faire le saut. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'avais notées? J'en sais plus rien, mais c'est pas grave. Ton récit est souvent très précis, très documenté. Il y a beaucoup, c'est très riche. Pourquoi tu as souhaité mettre tous ces chiffres et aller... Alors ça c'est simple aussi. Il y a des gens qui ont moins aimé cette partie de mon livre parce qu'effectivement il y a des statistiques, il y a des métiers de femmes qui sont cités, il y a des femmes qui sont citées, bien.
Parce qu'il y a des gens qui pourront me dire « Mais non, tu racontes des blagues, etc. C'est pas vrai, ouais. » Et là, c'est des chiffres qui sont incontournables. Les féminicides tous les ans, c'est de mieux en mieux documenté. Hein. Quand j'ai écrit, c'était un peu moins, mais ça commençait déjà bien à l'être. Les métiers aussi féminins et les métiers masculins, c'est documenté. Les prépas, il y a très peu de filles. Les écoles d'ingénieurs, il y a très peu de filles. Et tout est à l'avenant. Mais il faut le dire, les noms de rue, il y a très peu de femmes qui ont des noms de rue. Les noms d'école, ça va être Jeanne d'Arc chez les cathos et puis Louise Michel dans le public. Mais et dans tous les domaines, on s'aperçoit que les femmes n'ont pas leur place. Voilà. Donc effectivement, il faut pouvoir documenter et donc on rester dans des faits. Voilà. Donc j'ai fait tout un travail de recherche pour avoir des chiffres très précis, en notant aussi d'où sortaient ces chiffres, pour pas qu'on puisse me dire que c'était n'importe quoi. Et donc c'est incontestable. Voilà, c'est une donnée. Après, on va faire avec la donnée. Hein. Elle va rester immuablement comme ça, la donnée. Mais là, au départ, c'est... Alors, c'est moins... C'est plus rébarbatif, c'est plus essai. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette partie-là. Moi, j'ai mis beaucoup de stats aussi. Je trouve que c'est important, effectivement. Mais oui, c'est ce que j'ai expliqué. De mettre... Ça raccroche, on n'est pas en train de... C'est pas un roman. Non, c'est pas un roman. On est dans un récit, on est dans quelque chose d'incarné, dans quelque chose de réel. Voilà. Et faire face au réel, tout à l'heure aussi, traverser à quelque part des difficultés, c'est aussi à un moment donné oser faire face aux chiffres. Oui, parce que tous ces chiffres-là, maintenant peut-être on les connaît davantage, et puis il y a des gens sans doute qui les connaissent depuis longtemps. Moi, je n'avais pas conscience de tout ça, pas à ce point. Quand dans les musées, on vous dit qu'il y a 4,5% d'artistes, c'est le musée de New York, il y a 4,5% d'artistes féminines. Le reste, c'est... Alors si, il y a des nus. Il y a des nus. Ça, il n'y a pas tellement de nus d'hommes, mais on peut être représenté qu'autrement, on est des artistes, on n'est pas que simplement un modèle qui pose nu. Donc j'ai accumulé à l'Académie française, etc. Enfin bref, c'est écrasant, mais ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Ça pousse à agir. Tout à fait. Le livre est une bonne façon d'agir. Voilà, le livre est une bonne façon. Le terme polyphonique, parce que tu mets, donc c'est un récit polyphonique, je trouve que c'est fort, effectivement, parce que et je voulais te poser cette question, comment as-tu travaillé cette multiplicité de voix, de témoignages d'écho féminin qu'on entend, comment c'est venu? Alors, comment ça m'est venu? Je pense qu'il y a d'une part le fait que je n'étais pas à l'époque capable d'assumer tous les jeux, parce que c'est quand même assez autobiographique, hein. C'était trop lourd. Et puis je voulais montrer l'universalisme de ces situations. Parce qu'on me dit, ah mais oui, ah mais je me retrouve, ah mais ça aussi, ah ben moi c'était pas tout à fait comme ça. Donc c'est universel, donc je ne mets pas je. Alors je mets tu, je mets elle, donc on s'embrouille dans des pronoms. Il y a une amie, une voisine, une cousine. Alors, je vais vous dire autre chose, c'est que de temps en temps, la cousine c'est moi. Mais je ne voulais pas dire... il fallait vraiment que ce soit noyé. Et puis, je craignais que certains qui lisent le livre ne sachent de qui il s'agit. Donc voilà, tout n'est pas réglé. Hein. Enfin, tant à fait, j'entends. Voilà l'histoire. Et alors, dans mon deuxième livre, par contre, c'est je depuis le début. Hein. Vivre en joie, c'est je. Et la dernière page, le dernier texte de ce livre-là, c'est je aussi. Parce que ça y est, j'ai abouti. Une étape importante de mon cheminement de la résilience. Et je peux dire, je me sens bien, je suis une femme qui va bien. Donc là, c'est moi. Voilà pourquoi j'ai un peu triché avec polyphonique. Et pourquoi donc on a démarré tout à l'heure en disant, tu me disais, j'avais besoin de dire à un moment donné, de comprendre, mais ensuite aussi de dire. Ah ce oui. besoin. Parce que c'est
un geste militant. Tant que je le garde pour moi, bon, c'est très bien pour moi, mais ça ne fait pas avancer le monde. J'ai fait de la politique un certain temps, donc on s'engage, on fait des résolutions au conseil municipal, et voilà, pour vraiment que ça bouge. Donc c'était ça, il fallait que ça bouge. C'était militantisme. Oui. Servir à quelque chose, quoi, pas être sur Terre juste pour s'occuper de soi. Est-ce qu'il y a eu des voix que tu as dû refuser ou taire durant l'écriture de ton ouvrage? Donc tu viens de répondre un petit peu. Ouais. Il y a eu des voix que je n'ai pas pu prendre à mon compte. Donc voilà, c'est la voisine, c'est la cousine. C'était trop dur. Il y a eu des voix, il y a eu encore des choses que j'ai oubliées qui me sont revenues après, là récemment, à la suite d'un spectacle. Ça m'avait ressurgi un souvenir douloureux. Et effectivement, je ne l'ai pas mis dans mon livre, et il n'est pas revenu au moment où j'essayais de tout lister. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas dans mon livre aussi, parce que tout simplement, elles sont arrivées après le livre. Parce que vous avez beau avoir un âge respectable, mais vous vous faites encore emmerder. Voilà. On va prendre la page 54, je crois que tu avais envie de revenir un petit peu sur cette thématique, la thématique du divorce, donc qui arrive quand les enfants ont quitté le lit. J'avais 52 ans. Oui, j'ai 8 ans. Mais bon, le dernier avait 18 ans, il partait faire ses études, donc voilà. Je m'étais fixée, mais c'est normal, j'étais prédestinée, je devais accompagner mes enfants, moi, jusqu'à ce qu'ils partent de la maison, c'est ça. Donc c'était fixé. Dès qu'il est parti, j'ai enclenché le divorce. J'ai pu lâcher, je me souviens plus, dans les premières pages, il y avait ces cadeaux qui revenaient parfois, il y avait les caddies, je crois que c'est les caddies, je crois que tu allais... Ah bah ça c'était pour les fêtes des mères, etc. On avait un garage, avec un certain nombre de fouillis dedans. Je descends chercher un truc au garage, qu'est-ce que je vois? Un caddie, c'était juste avant la fête des mères. Alors là, ça m'a fait sauter les plombs, hein. Donc je lui ai dit, je ne veux pas de caddie pour ma fête des mères. Donc, ok, il a remballé son caddie, il l'a porté au magasin, et il a acheté un vinaigrier avec l'huile assorti. Bon, j'ai laissé courir. Hein. Et donc on arrive au divorce, une planche de salut. Lorsque tu as divorcé, donc là on est sur le tu, beaucoup n'ont pas compris. Vous donniez l'image d'un couple heureux, chacun à sa place. Toi en mère et épouse active et dévouée. Lui en homme responsable, offrant à sa famille une vie agréable. À la question de ta famille, de tes amis, de tes collègues, mais pourquoi? Tu répondais sans hésitation, parce que je n'existe plus, ou pas pour un autre homme. Ah oui. Tes enfants avaient quitté la maison pour faire leurs études, entamer leur vie professionnelle. T'attendais alors un long tête-à-tête avec un mari qui t'impressionnait, avec qui tu n'étais pas en phase, sans oser le dire. Tu savais que tu passerais ta retraite dans un lieu qui te déplaisait. Ta vie était tracée jusqu'à ta mort, elle t'effrayait. Tu choisis de vivre à Paris. L'éloignement des banlieues ne convient pas à tes envies de sortie démultipliées. Tu adhères à un réseau de théâtre sans limite. Tu découvres les cartes d'abonnement cinéma. Tu entraînes copines, famille, amis dans tes sorties. Tu te révèles dans cette vie de célibataire. Te voilà responsable de tout et tu fais front. L'installation dans ton chez-toi t'offre l'occasion de t'affirmer. Tu te souviens du livreur parti en abandonnant ton canapé en travers de l'escalier. Tu as su faire pression pour qu'il vienne le rechercher dans l'heure et programme une livraison avec un monte-meuble. Tu gères les questions administratives et financières, notaire qui refuse d'organiser la signature pour l'achat de ton appartement au prétexte que ton futur ex-mari pourrait ne pas te verser ce qui serait fixé lors du divorce. Maître, en divorçant, je prends bien d'autres risques. La date est arrêtée, déclaration d'impôts, gestion des comptes bancaires, démarches multiples. C'est comme si tu avais fait ça toute ta vie. Tu choisis tes vacances. Lasse d'aller toujours dans cette maison où tu retrouves le train-train de toute l'année, tu te testes. Pour les premières vacances, toi qui ne conduisais jamais sur les grands trajets, tu organises un périple.
de 3000 km sur 3 semaines, en passant par des routes de montagne, des cols vertigineux. En rentrant, tu as gagné ton estime de conductrice. Ta vie de femme libérée te permet de regarder les hommes sans honte. Tu ne cours plus le risque d'être soupçonnée, le reproche d'être infidèle. D'aucuns deviennent tes amis, des vrais, avec qui tu partages une attention réciproque. Tu perds aussi quelques couples amis qui ne fréquentent pas les femmes divorcées, un danger pour leur ménage, sans regret devant le monde qui s'ouvre à toi. Tu explores la situation inédite d'avoir un amant plus jeune que toi, artiste qui plus est. Pas question d'enfants, de mariage, ni même de vie de couple. Chacun a ses activités, ses amis. Vous partagez week-end, vacances, soirées, vous vous épaulez dans des activités professionnelles. Il est amoureux. Tu découvres avec lui une vie trépidante. Vos corps se donnent du plaisir. Tu te dis, on verra bien. Il te fait entrer dans le monde du cinéma, tandis que tu soutiens ses projets théâtraux. Vous vous séparerez, trop de divergences, tout en gardant de l'amitié, en se réjouissant de vos succès réciproques. Une relation qui fait tourner ta vie de 180 degrés. Tu seras comédienne, ton métier jusqu'à ta mort, et basta pour la désapprobation des autres. Si la question t'effleure parfois, si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait? La réponse fuse dans la seconde. Quel chamboulement salvateur. Je l'ai même dit récemment à mes enfants. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'aurais peut-être jamais dû dire ça. Ça éclate. Je dis, ah, s'il y a une chose que je regrette vraiment pas, c'est mon divorce. Du coup, on aurait peut-être pu la boucler. Ça fait penser à cette scène, alors pour c'est un petit peu différent de Maria Pacom. Oui. Dans la crise. Ah, bah non, Je n'avais pas vu ça. Ouais, C'est vrai. excellent. Oh, De ouais. toute façon, vous me faites penser à elle. Ah oui. Ah oui. Après, c'est vrai qu'elle partait pour elle avait un amant. Elle partait pas. Oui, voilà. oui. Mais, Alors, la scène est assez mythique. Elle dit à ses enfants que voilà, elle a été une bonne mère pendant tant d'années, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, elle a obéi à son père, et maintenant c'est terminé. Voilà. Voilà. Bon, alors, je m'occupe de mes petits-enfants quand même un peu, parce qu'en fait, je les aime beaucoup. Donc, voilà, je vais pas les... Mais je ne suis pas taillable et corvéable à merci. C'est ça. Est-ce qu'on comprend en lisant ton livre? Oui. Le livre parle pour celles qui ne parlent pas. Pourquoi c'est si difficile de parler? Ah, alors ça c'est difficile parce que tu as le déni. Tu ne vois même pas que la situation dans laquelle tu es est anormale. Que de femmes qui sont battues, etc. Elles n'imaginent pas que ça pourrait être autrement. Voilà, elles restent. Et puis alors, il y a l'incrédulité. Non, là je suis en train de fabuler. C'est pas possible. Il y a la honte. À partir du moment où on dit ah mais si, nanana. Mais il y a la honte d'être dans des situations pareilles. Et le terreau. Oui. Et puis il y a la culpabilité. Parce que voilà, si je me suis fait embêter ou je ne sais quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas un peu dragué? Est-ce que j'ai pas porté un truc très décolleté ou je ne sais quoi? Donc on culpabilise si on a un doute et qu'on se dit si il y a peut-être quelque chose d'anormal. Oui, mais je sais pas mal à ma part, c'est plutôt honteux, je suis coupable. Donc voilà. Je pense que oui. Honte, culpabilité, déni. Oui, déni. Mécanisme qu'on retrouve dans notre. C'est ce que j'entendais. Exactement. Dans la précédente rencontre. Elle dit les mêmes choses que moi. Hein. Absolument. Ouais. Bon, c'est bien, on se rencontre encore en plus. C'est sur la façon dont on réagit. On est vraiment des sœurs. Des sœurs. Et ça parle beaucoup de cette sororité aussi, qui a été Oui. importante. Oui, ça a été très important pour moi. Et plus ça va, c'est vrai, plus je j'y accorde de l'importance et je la goûte. Moi, je n'étais pas habituée à vivre avec des femmes, puisqu'il y avait 6 frères et une sœur qui était beaucoup plus jeune que moi. Donc voilà. Et j'ai découvert peut-être, alors j'avais quelques bonnes amies au lycée, j'ai découvert davantage ce travail de groupe entre femmes en faculté, où on se retrouvait pour faire des traductions, préparer des exposés, des machins. Et puis après, je me suis mariée à 20 ans, donc j'ai pris le pli
Voilà, dans le moule, on reçoit les amis, c'est en couple. Donc il a fallu attendre le moment où je divorce pour découvrir que, ah mais c'est super chouette, qu'est-ce qu'on se marre avec les copines, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas des dizaines de bonnes copines, mais maintenant on dit copines, autrefois on disait plutôt amies. Et on a du plaisir. C'est simple. On décide de faire un truc, t'es d'accord, t'es pas d'accord, ça t'arrange pas, ça. C'est simple. Et on partage. Et puis en plus, on comprend tout un tas de situations parce que on a le même ressenti, on a vécu des choses qui se rapprochent. Voilà. Quand les souvenirs remontent, la liste s'allonge. Comment est-ce que tu gardes l'équilibre entre cette réminiscence, dont on parlait tout à l'heure, parfois des souvenirs bruts comme ça, qui ont pu être douloureux aussi, qui continuent même encore, et une narration dans le livre qu'on sent quand même très maîtrisée. Oui, absolument. Quand tu commences à réfléchir, à faire une liste, parce que j'ai fait des listes, ah oui, j'ai fait des listes, carrément. Alors tu commences par être un peu débordé et puis secoué en disant ah oui mais il y avait encore ça, ah oui attends et ça, ça fait partie des choses qui n'étaient pas agréables, qui m'ont gêné et tout. Donc voilà. Et puis tu cherches vraiment, tu veux vraiment tout trouver. Donc ça devient un travail et tu n'es plus autant dans l'affect. Oui. Bon, alors il y a ça, je rajoutais ça. Et tout ça, ça alimente ta colère. Et ta colère, elle est nécessaire pour que tu réagisses, que tu écrives, que tu te révoltes, tu vois. Donc en fait, tout le cheminement est nécessaire et il n'est pas tout le temps douloureux. Parce que là, tu es content, tu as écrit ça. Ah ouais, bon, c'est bien. Je retouche, j'enlève 2 mots par-ci, je rajoute une phrase par-là et tout, mais ça y est, c'est bon, je le tiens. Et c'est percutant. J'aime bien lire à haute voix en plus, parce que c'est là que tu vois si ça file. C'est ça, ouais. C'est marrant d'ailleurs cette technique dont tu parles, parce qu'il y a une thérapie qui s'appelle l'ICV, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle l'intégration de cycle de vie, et on fonctionne vraiment comme ça. Par le fait de, par année, on peut faire par exemple, on peut démarrer par année en mettant des souvenirs, et ensuite les travailler d'une certaine façon, mais pour les intégrer. De façon à ce que le récit, à quelque part, qui a pu être douloureux par des événements traumatiques, ou pas forcément traumatiques, mais des souvenirs aussi, qu'on puisse comme ça, avec un fil rouge au fur et à mesure de l'intégration de ces événements, les remettre dans quelque chose qui a du sens. Oui, qui a du sens et qui est dédramatisé. Et je fais exprès d'avoir un style très factuel. Je décris une chose précisément comme je décrirais une chaise ou cette salle. J'évite les adverbes qui en rajoutent, etc. Je fais des phrases courtes. Donc voilà, on a une description de photo. Donc là tu as évacué la douleur. C'est vrai. C'est très, une description de photo, c'est très photographique. Ouais. Oui. On rentre vraiment dans l'image et le fait que ce soit des phrases très courtes, on est vraiment dans quelque chose qui se fige et puis qui C'est presque un ouvrage scientifique. Presque. Oui, tout à fait, on peut dire ça. Oui. Sociologique, scientifique. Oui, il y a des passerelles entre tout ça. Ouais. Tu parles de colère tout à l'heure. Oui. Quel rôle joue le mot révolte dans ta démarche littéraire et est-ce une colère nécessaire? Ah oui, je pense. Ouais. Je pense sincèrement que c'était une colère nécessaire, sinon j'aurais laissé couler dans, pas plus le déni, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le fatalisme peut-être, c'est comme ça. Non, il fallait la révolte pour réagir, pour sortir un peu de ses gonds et puis dire là, non, ça va pas, donc je change. Oui, une saine colère. Oui. Vraiment. Parce que sinon, je ne crois pas que je sois. Enfin, de temps en temps, je me mets en colère, mais c'est rarissime. Il faut vraiment que ça pousse très 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 loin pour que j'explose. J'ai appris dans ce contrôle.
ses émotions n'importe comment. Oui, donc on la sent bien, bien évidemment. Mais elle est effectivement maîtrisée. Et puis elle a du sens, elle est documentée, et ça donne tout une respiration particulière, je trouve, à cet ouvrage. Écoute, ça me fait plaisir tous ces compliments, je suis honteuse même, il y en a trop. Quels retours t'ont le plus touché jusqu'à présent quand tu m'as dit que tu avais fait une lecture au Havre et puis ouais, j'ai fait une rencontre au Havre, effectivement, j'ai fait un salon aussi. Et puis j'ai des gens qui ont acheté le livre, des gens à qui je l'ai offert aussi. Et j'ai eu des retours, qui m'ont étonnée parce que j'ai eu des retours chez les femmes de 18 à 80 ans. Donc une jeune fille de 18 ans qui a mon livre. Pour tout dire, même chez un de mes petits-fils, qui à l'époque était encore petite fille, mais bon, transition obligée, et qui m'a dit, mais Mamonette, j'ai lu ton livre, non, il n'y a rien, je ne vais pas lui donner. 16 ans, je trouvais que sa mère allait m'engueuler. Elle me dit, non, pas de problème, dans ton livre, tu sais tout ça, je sais, je connais. Ah, j'étais étonnée. Et puis, j'ai eu des hommes aussi qui m'ont fait des compliments, des retours. Et là, j'ai noté parce que voilà, 92 ans, un comédien, écrivain, poète et tout. Un épouvantable constat ton livre et grande justesse d'accusation à faire connaître. Et un autre qui dit à lire pour écouter une femme éclore, une femme universelle et singulière. C'est beau. C'est beau, hein? Voilà, donc, puis surtout, ce retour, c'est ah bah oui, ah bah tu sais, j'ai lu ton livre, et ça, ouais, ok. Et ça, tu me dis qu'il faut absolument avoir une chambre à soi, enfin, être chez soi et tout. Je me rends compte que oui, tant que je ne serai pas chez moi, je n'échapperai pas à l'emprise de mon mari et je divorce, mais sans attendre, je me trouve chez moi. Je ne veux pas faire le bonheur de tout le monde, hein, mais si je peux aider, je suis contente. Je suis contente parce que c'est des périodes quand même difficiles. On a pu être accompagné et un peu cajolé. Voilà. Si tu pouvais glisser une autre voix, vivante ou disparue, même s'il y en a déjà beaucoup dans le livre, qui choisirais-tu et pourquoi? Alors là, je sais tout de suite vous dire, je choisirais Gisèle Pellicot. Parce que je trouve que ce qu'elle a subi est le summum de l'innommable, et je trouve qu'elle a pris la chose en main, qu'elle a été digne, qu'elle s'est défendue, qu'elle a affronté, qu'elle a dit. C'est un modèle, vraiment. Et sans se faire... sans que tout le monde s'apitoie, même si spontanément on s'apitoie, mais c'est pas ça qu'elle recherche. Hein. Elle est un guide. Voilà, donc je pense qu'elle est frappante en ce moment. Vraiment frappante. La conférence précédente, on a démarré par la chanson, je ne sais pas si tu connais cette chanson de Suzanne J'accuse. Ah oui. On démarre en parlant de Gisèle, etc. Oui, c'est clair qu'elle a marqué... Elle a marqué l'engagement des femmes dans une lutte, dans une résistance affichée et justifiée. Donc, ouais, je suis pas dans les... Il y en a certainement des quantités d'autres, hein, mais celle-là, elle est tellement présente en ce moment que... On va partir un petit peu sur le terrain du cinéma aussi, parce que c'est aujourd'hui une belle part de ta vie. Ouais. Et en ce moment, je trouve que les conditions, l'économie politique et tout freinent. Vraiment, ça se voit, il y a moins d'annonces. Hein. C'est vrai. Ah oui. Bon.
Moi, j'ai un avantage énorme, c'est que je suis retraitée. Donc, je ne vis pas de mon métier de comédienne. Ça facilite, mais je vois ceux et celles qui vivent de leur métier, c'est difficile, vraiment difficile. C'est un milieu qui a beaucoup. Quel est ton regard par rapport à tout ce qui s'est passé aussi? Il y a eu MeToo, et ensuite il y a eu quand même aussi le MeToo dans le cinéma. J'en parle un petit peu. Mais... Oui, il y a encore du boulot. Ah oui, je ne sais plus. L'homme est un prédateur, je crois que c'est dans le texte L'homme est un prédateur, où je raconte. Alors, j'ai pas dit je dans le livre, hein, mais c'est n'empêche à moi que c'est arrivé. C'était sur le tournage de Danny Boone, La Petite Famille. Je crois que j'étais doublure de Lynn Renaud. Voilà. Donc, on prépare les scènes et on les joue à l'avance. Et la comédienne arrive quand tout est réglé, les éclairages, le son, le cadre et tout. Parce que bon, par le sauvage, c'était normal que. Voilà, on la fatigue pas trop. Et il y a un gars qui m'attrape, qui me serre dans ses bras, et qui dit on va s'embrasser pour leur faire une farce. Mais moi, je ne savais pas du tout, il l'embrassait pour leur faire ceci. C'était dans une rue, une petite rue, près de la place des Vosges. Il y avait du monde, plein de spectateurs autour, puisqu'il y avait des vedettes, plein de vedettes. Donc, les gens viennent voir un gros tournage dans la rue avec Lynn Renaud, avec Danny Boone, avec quelques autres un peu moins connus, mais enfin quand même. Alors il y avait, je ne donne pas son nom. Et il insiste, il m'attrape par les fesses, il me serre contre lui. Oh, moi je me débat comme un bougre, et je finis par me dégager. Et je file. Pour rentrer dans les loges, enfin les loges c'est l'endroit où on s'habille, etc. Je m'échappe et il y a une dame du public qui me dit mais c'est pas un peu trop? Et je lui réponds si, beaucoup trop. Et je dois dire que j'ai été très secouée et même ça me laisse pas. En plus, il n'y a pas beaucoup de temps. Évidemment, on est tous sur les réseaux, les Facebook, les Instagram et tout, hein, parce que c'est comme ça qu'on a les infos, qu'on reste présent et dans la tête des gens qui vous appellent. Il me propose d'être ami avec lui sur Facebook. Alors je n'avais rien dit sur le coup, mais là je lui ai dit écoute, ton invitation me surprend énormément. Je pense que c'est parce que tu voulais t'excuser pour ton comportement lors du tournage de La Petite Famille. Évidemment, je n'ai pas répondu. Hein. Mais je ne suis pas amie avec lui. Bon, il faut attendre longtemps pour arriver à répondre comme il faut dans chaque situation, à dire aux gens, pas simplement à sortir du truc, mais à dire non mais tu déconnes complètement, là ça va pas. Ouais. Et devant toute l'équipe technique, etc. Et personne n'a rien dit. Personne, ils sont tous copains aussi là-dedans. Alors bon, il est lourd, alors on sait qu'il est lourd, bah oui, mais de partie aussi il est lourd, mais il y a des limites quoi. Non, c'est pas un métier facile, du tout. Mais bon, on le sait et on se défend. Et on vient de loin aussi dans le cinéma. Je crois que tu parles du dernier Tango à Paris. Voilà, on vient de très loin. Donc ça aussi, bien évidemment, il y a, quand on voit les conséquences. Elle s'est quand même suicidée. Cette pauvre petite. Quand un film raconte l'amour sans préjugés. Ah, ça c'est autre chose, c'est un beau film ça. Mais j'étais pas dedans. C'est un beau film quand même. Certains films donnent une vision neuve de la vie des femmes et des hommes, de leurs relations amoureuses, ni simpliste, ni manichéenne. Une vision qu'on espérait sans y croire. Ce soir-là, la chance lui sourit. Elle voit le film de Karine Tardieu, Les jeunes amants, avec Fanny Ardant et Melville Poupeau. Le sujet l'interpelle, elle qui fait sa priorité de l'autonomie et du mépris des préjugés. Elle est happée par un duo inhabituel, un homme amoureux d'une femme de 25 ans de moins que lui. C'est vieux comme le monde. Un homme qui tombe amoureux fou d'une femme de 25 ans de plus que lui, c'est neuf. Ça a franchi des réflexions, des regards graveleux, réprobateurs, voire hostiles, suscités par ces couples inhabituels, dès leurs premiers échanges dans un service d'oncologie. Où se meurt une amie de l'héroïne, on sent la fascination muette de cet homme, époux d'une femme heureuse, équilibrée, mère à l'écoute.
Il n'a pas de manque à combler. Il croit en son métier. Il aime sa famille. Elle, architecte reconnue, divorcée et veuve depuis longtemps, d'un mari volage, mène une vie remplie entre les conférences qu'elle donne, sa vie affectueuse, sa petite fille entreprenante et joyeuse, des séances au hameau. Ni l'un ni l'autre ne sont friands d'aventure. Aucun des deux ne cherche l'âme sœur. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Dans ce film, c'est plein d'humanité, parce que malgré tout, ils s'aiment, et donc ils vont accueillir cette situation avec beaucoup de pudeur. On ne voit jamais de corps nu, de séances de sexe, etc. Touche peut-être une épaule nue, enfin, c'est vraiment très très délicat. Et puis chacun des comédiens, enfin des personnages, comprend que elle se dit c'est ridicule, je suis beaucoup trop vieille, en plus ma fille est toute seule, donc ça l'enferme dans sa solitude, donc elle hésite beaucoup, et puis elle finit par lui dire écoute, non, c'est pas ça, c'est voué à l'échec, ça va pas, arrêtons. Et lui, il est quand même moins présent à sa famille, mais il est déchiré d'être moins présent à sa famille, parce que franchement, il les aime aussi. Donc ils arrêtent de se voir, et c'est la femme de, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, qui vient trouver Fanny Ardant, et qui lui dit bon, ça suffit là. Ça ne peut pas durer comme ça. Hein. Il faut que vous vous occupiez de lui. Voilà. Et donc ils s'autorisent cette histoire d'amour, alors que c'est complètement inhabituel dans ce sens-là. Et j'ai apprécié qu'on évolue un peu, qu'on arrête de considérer qu'une femme qui est avec un homme plus jeune qu'elle, c'est une cougar. Voilà. Alors il y a de son côté, c'est Bétancourt avec son mec là. Lui, finalement, il l'a embobiné. C'est pas elle qui l'a embobiné, c'est lui qui l'a embobiné pour avoir l'argent là. Il y a le film qui vient de sortir avec Fanny avec. Pas suivi. Ah bah si, il y a un film qui vient de sortir avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. Oui. Et il traite de ce sujet-là. Et là, dans ce cas-là, la Gruget, dans l'histoire, c'est totalement Madame Bettencourt. Hein. C'est un petit peu un voyou, quoi. Voilà, donc ça m'avait touché. Oui. Et puis surtout cet effet avec délicatesse, finesse. Il n'y avait rien de lourd ou de grave dans la situation, dans les relations entre ces gens. Ça fait plaisir, quoi. Un film qui n'est pas obligé de montrer du cul. Je suis pas végane, hein, mais bon. Il y a un titre qui démarre par un titre de chapitre qui dit réinventer les relations entre les femmes et les hommes. Là. Ouais. Qu'est-ce qui a réinventé selon toi et par quoi ça va passer? Par quoi ça va passer? Par l'éducation des enfants déjà. Parce que pour oui, c'est dès l'enfance qu'il faut commencer à expliquer aux garçons que ils mettent le couvert comme tout le monde, comme leur sœur, qui rangent leurs chaussures parce que non, on ne sait pas à maman de le faire ou à la petite sœur ou quoi, qu'ils respectent les filles, qu'ils arrêtent de leur dire des conneries. Tu pleures comme une fille, nous on pleure pas. Qu'ils arrêtent d'être dans ces schémas tout fabriqués, qui après fait qu'ils se sentent obligés d'être les meilleurs, les plus forts. Si on les a portés au nu, toi t'es un garçon et tout, moi je suis un garçon, donc c'est normal que les filles. Bon. Donc c'est à la base qu'il faut prendre. À la base. Et puis bien entendu, c'est à réinventer aussi dans les couples. Mais alors j'ai un chapitre qui s'appelle L'homme nouveau. Oui. Et je suis ravie de voir qu'il y a quand même une évolution, même si on dit ouais, mais les hommes continuent à en faire beaucoup moins que les femmes. Comparé à ce qu'on a vécu nous, il y a déjà une belle progression. Moi je vois mes gendres, ils conduisent les enfants à l'école,
mon fils il rentre à 7 heures pour dîner avec les enfants. Son père, il rentrait, les enfants ils étaient couchés, ou à peu près, quoi. Où il n'y avait plus qu'à vraiment aller faire un bisou. Il dit, aussi je vois, il dit c'est pas pour célébrer mon fils, hein, non. Mais ils lisent des histoires aux enfants, ils les emmènent promener, faire des activités, etc. Ils se mouillent la chemise. Peut-être compris aussi aujourd'hui qu'il y avait vraiment que ça participait vraiment à cet équilibre. Oui, non seulement et puis je pour pense eux, qu'ils y trouvent du bonheur aussi. J'ai croisé une fois un jeune papa avec un bébé dans son porte-bébé. Il leur serrait sur le cœur, mais c'était touchant. Donc du coup, j'ai engagé la conversation avec lui. Il me dit, vous êtes la deuxième en un mois. Elle est née il y a un mois et demi, la petite, vous êtes la deuxième à être étonnée. Et vous savez, je suis tellement heureuse de l'avoir sur mon corps. C'est un peu comme je suis donnée ici, je suis donnée le sein, je ne peux pas lui donner le sein, donc il faut que je trouve des choses. Puis il dit, puis vous savez, à la maison, j'aide, je fais des choses. Je dis, bon, je parlerai de vous dans mon livre. Et pourtant, tu fais une photo, je l'ai mis sur Instagram, les nouveaux papas. L'homme nouveau. Ouais, L'homme nouveau. dans ta story. Ouais. Bon, Ok. faut pas schématiser, c'est pas aussi simple. Mais, Non. voilà, moi je vois dans les nouveaux ménages, bon, bah, ce week-end, tu gardes les enfants, moi je pars faire une virée avec des copains ou des copines à tour de rôle. Bah, pour moi, c'est déjà bien. Tu viens de mondes multiples. Donc, tu as été dans l'enseignement, le théâtre, tu fais des voix off aussi aujourd'hui. Tu as été dans la communication aussi, puis Oh, ben, j'ai été dans la politique, j'ai été évidemment dans le cinéma, oui. Comment toutes ces expériences qui sont des expériences diverses et aussi artistiques, ont nourri ton livre? Bah, elles ont nourri mon livre parce que dans tous ces domaines de ma vie, de mes expériences, j'ai retrouvé un peu des situations similaires où les femmes n'avaient pas leur vraie place. Les femmes étaient infériorisées, voire prises comme un jouet. Voilà. Dans le bureau où j'étais, le patron m'a dit que j'avais organisé un énorme voyage professionnel en Angleterre, avec 2 cars pleins, etc. Il y avait des logements, des machins, des conférences, des quêtes, plein de fins de séminaires et tout. On s'arrête en cours de route pour faire pipi, ils sont tous sur un parking. Et le président de la société me dit, bon ben écoute, si c'est réussi, ce sera grâce à moi, si c'est raté, c'est grâce à toi. Bon, c'était très réussi. Donc, tu vois, dans toutes les situations, au cinéma, tu as les types bleus, ou au bureau aussi d'ailleurs, en plus. Et donc, tu es obligé tout de même d'en prendre conscience et d'essayer de réagir. Alors, essayer de réagir aussi pas comme une hystérique, parce qu'on ne cherche pas le conflit à tout prix, la bagarre, on cherche l'harmonie, le respect mutuel, chacun a ses qualités, mais voilà, mais on en a aussi. Et tant que je m'en aperçois. Hein. C'est ça. D'ailleurs, ça, effectivement, quand tu parles d'harmonie, tu dis qu'après avoir rassuré les hommes, je vais vous dire une chose, messieurs. Ah, ça, il faut citer le film. C'est Nona et ses filles. Oui. La série Nona et ses filles qui était super. La série Arte. Et à la fin du film, voilà ce qu'elle dit. Je vais vous dire une chose, messieurs, vous perdrez vos avantages, vos privilèges. C'est dur, je sais, mais ne soyez pas immatures. Vous avez été gâtés, c'est fini. N'ayez pas peur. Laissez-vous aimer comme des hommes et pas comme des enfants. Cette infime perte pour vous est en réalité une immense avancée pour la société, où chaque pas sera une marche vers plus de justice, d'égalité, de fraternité. Elle conclut, alors courage, tenez ferme la barre. Voici permis de nouveau toutes les audaces de la vie en commun. N'ayez pas peur, faites l'amour, faites des enfants, ayez de grands rêves, construisez votre vie comme vous voulez, soyez libres, ensemble. Voilà.
femmes et hommes. Voilà. Et je parle de sorofraternité. Aussi, j'aime bien cette notion de mélanger. Il faudrait trouver un mot qui inclut davantage que fraternité, l'ensemble de l'humanité. Voilà. Très beau cette fin parce qu'effectivement, on passe par toutes ces choses qu'on nomme et on arrive dans cette... Je voulais absolument finir sur quelque chose d'optimiste. Voilà, parce que si on y met de la bonne volonté, on devrait y arriver quand même. Progresser bien. Bonne volonté, et puis c'est ça, la responsabilité, la bonne volonté, de l'engagement. D'attention à l'autre. Merci beaucoup Claire. C'est moi qui te remercie, Sylvie. Voilà, Voilà. je suis un petit peu dans le coltard, donc par moments je perds mes idées. On est arrivé hier de Paris et on a très très mal dormi. Mais c'est fini, on a trouvé la solution pour dormir bien dans notre petite maison. Donc voilà, je vais me réveiller. Quelqu'un veut poser une question à Claire? Ça va? Je vous ai tout dit? Non, je vous ai pas tout dit. Bon, on pourrait continuer longtemps. Alors merci pour votre écoute et bonne soirée à tous. Et merci d'être venu. Voilà, pas déçu? Non, pas déçu. Super. Ah.